un point sur le levier de la commande publique qui sera très rapide. J'insisterai surtout sur les aspects réglementaires puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui intéresse beaucoup d'entre vous, à savoir quels sont les nouveaux leviers réglementaires pour favoriser les matériaux biosourcés dans la commande publique de manière générale. Puis, deuxième point, je présenterai la boîte à outils matériaux biosourcés qui a donc été mise en ligne au mois de juin dernier sur le site de Reseco et qui est à disposition de tous. Et puis, donc, Nathan Satrin de la Fédération bretonne des filières biosourcées présentera ensuite l'outil méthodologique qui est, je dirais, le cœur de cette boîte à outils sur les matériaux biosourcés. Et puis ensuite, nous aurons un retour d'expérience sur l'accompagnement des acteurs et des filières à l'échelle du territoire de la communauté communaire de Régèvres. Et donc, ce sera Elissa Giraudet qui vous présentera ce retour d'expérience. Deux mots d'introduction sur Reseco. Pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau, il s'agit donc d'un réseau d'acheteurs. De manière générale, ce sont des entités publiques, des collectivités, mais également ça peut être des universités ou des offices publics d'HLM, voire des établissements de santé. Le fil conducteur de tous ces adhérents, ce sont qu'ils sont tous soumis au code de la commande publique. Et la particularité de notre réseau par rapport à d'autres réseaux qui existent, c'est que nous avons un fonctionnement qui repose sur des binômes élus techniciens référents. C'est-à-dire que dans nos travaux, nous pouvons avoir aussi des élus qui y participent et pas seulement des agents de collectivité. Donc, vous avez la cartographie sous les yeux des adhérents du réseau. Il faut savoir qu'historiquement, le réseau Reseco est né sur la région des Pays de la Loire et de la Bretagne, ce qui explique qu'aujourd'hui, ces deux régions soient surreprésentées en termes d'adhérents par rapport à la région Centre-Val de Loire. Et donc, comme beaucoup de réseaux, nous faisons de la formation. Ton micro a été coupé, Gwenaël. Il y a un problème de micro, oui. Pardon, je l'ai réactivé. Donc, comme beaucoup de réseaux techniques, nous faisons de la formation d'élus, de la sensibilisation. Nous faisons également de l'information auprès de nos adhérents. Et puis, nous avons différents projets qui sont menés en partenariat avec la... Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les interférences avec les intervenants. Et donc, comme beaucoup de réseaux, nous avons aussi de nombreux projets que nous menons en partenariat, notamment avec l'ADEME et les régions. Et donc, ce projet de boîte à outils biosourcés a été mené en partenariat, notamment avec l'ADEME des Pays de la Loire et la région des Pays de la Loire. Pourquoi utiliser le levier de la commande publique? En termes d'enjeux, vous avez ici les principaux enjeux qui sont d'ordre économique. Il faut savoir qu'on estime environ à 10% du PIB français le poids de la commande publique aujourd'hui. Au niveau européen, on serait d'ailleurs plutôt autour de 15%. Autre aspect, c'est évidemment le respect de la réglementation, et je vais y revenir. Et puis, il y a également un aspect assez important qui sera donc mis en valeur à travers le retour d'expérience. C'est évidemment la dynamique territoriale et on reviendra sur l'importance de travailler aussi sur la structuration des filières biosourcées pour répondre à la commande publique. Et enfin, le dernier point est évidemment un point financier. Nous y reviendrons également au cours de ce webinaire. Le cadre réglementaire aujourd'hui, un petit rappel pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'ensemble, je dirais, de la cartographie de l'évolution des aspects réglementaires. Donc, il faut savoir qu'en 2019, il y a un code de la commande publique unifié qui est sorti. Et à côté de cela, vous avez également différentes lois qui ont impacté évidemment le quotidien des acheteurs. Nous allons y revenir sur les matériaux biosourcés. Et puis, en termes de feuille de route aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'État s'est fixé donc un plan national d'action pour les achats publics durables et qu'actuellement, nous sommes sur le 3e plan national d'action avec des objectifs qui sont assez ambitieux, puisque vous le voyez, à l'horizon 2025, les objectifs sont d'arriver à 30% des marchés qui comprennent au moins une disposition sociale et
concernant les dispositions environnementales, on est sur des objectifs encore plus ambitieux puisqu'on est sur 100% des marchés passés en 2025 qui devront comprendre des exigences environnementales. On va y revenir. Aujourd'hui, les chiffres sont, vous le voyez, pour les clauses sociales, on est autour de 13%. Et pour les dispositions environnementales, on est autour de 20%. Donc, ceci pour vous montrer un petit peu le gap qu'il va falloir franchir sur les dispositions, notamment environnementales. Sur l'intégration du biosourcé, donc sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons vous présenter la boîte à outils biosourcée qui est sortie récemment. Donc, il faut savoir que c'est un projet qui a été porté par la région des Pays de la Loire, avec le soutien aussi de l'ADEME, et c'est un projet qui s'inscrit dans un partenariat autour du développement de l'économie circulaire. Le point de départ de ce projet, c'est une enquête que nous avons réalisée auprès de nos adhérents durant la période du confinement et qui a fait ressortir qu'il manquait des outils pratiques pour les acheteurs, notamment pour favoriser l'intégration des matériaux biosourcés. Donc ce projet, il a été mis en place il y a environ 2 ans et on va vous présenter le résultat de l'aboutissement de cette démarche qui vise en fait à offrir plusieurs outils complémentaires aux maîtres d'ouvrage, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, puisque ces outils sont utilisables par les deux parties. Vous avez ici les partenaires, les différents partenaires qui ont participé au projet. J'insisterai surtout sur 2 partenaires techniques, donc la Fédération bretonne des filières biosourcées, qui interviendra après moi, et puis le collectif Biosourcé Pays de la Loire, qui a également apporté son soutien, notamment sur la partie sourcing, et je vais y revenir. Concernant la présentation de la boîte à outils, donc vous avez ici ce que vous aurez sous les yeux en ligne quand vous cliquerez sur le lien de la boîte à outils. Et donc cette boîte à outils comporte 5 briques complémentaires. Une brique qui est en fait un guide assez synthétique sur les matériaux biosourcés et la commande publique et qui va faire le point notamment sur les aspects réglementaires. Une brique méthodologique que vous présentera donc Nathan Satrin de la Fédération bretonne des filières biosourcées. Et puis d'autres briques qui sont des briques complémentaires qui vont vous apporter des ressources en ligne, qui vont vous apporter aussi des ressources en matière d'accompagnement. Et puis un lien vers 2 centres de ressources qui existent en région Pays de la Loire et en région Bretagne. Un focus sur le guide matériaux biosourcés et commandes publiques. Donc, vous avez ici en fait le sommaire de ce guide. Je ne vais pas tout présenter évidemment, je vais surtout insister sur la partie argumentaire, c'est la partie 3, qui présente en fait quelques arguments en faveur des matériaux biosourcés. Il s'agit donc d'un argumentaire qu'on a conçu à destination des agents, des collectivités, et également à destination des élus, tout simplement pour pouvoir aller, je dirais, convaincre certains agents ou certains élus qui auraient quelques réticences par rapport aux matériaux biosourcés. Et enfin, j'insisterai sur la réglementation, c'est donc la partie 4 de ce guide. Je vous présenterai une cartographie des différentes réglementations qui ont fléché en fait les matériaux biosourcés dans la construction déjà depuis plusieurs années. Par rapport aux avantages de recourir aux matériaux biosourcés, vous avez ici quelques arguments. Un des arguments les plus importants et qui aujourd'hui est mis en valeur, c'est le confort thermique des bâtiments, puisque aujourd'hui on a vraiment des preuves scientifiques assez sérieuses pour nous démontrer que les isolants biosourcés ont des fortes capacités, notamment à accumuler de la vapeur d'eau, et sont très intéressants sur le confort hygrothermique des bâtiments. Et ce confort hygrothermique va s'ajouter évidemment à leur capacité d'isolation thermique. Donc c'est un argument important, surtout en période de canicule, comme ça a été le cas l'été dernier. En matière d'argumentaire, il y a également aussi un avantage intéressant des matériaux biosourcés pour répondre à des contraintes spécifiques de chantier. Je pense notamment à des contraintes en milieu urbain où parfois il y a des dents creuses qui vont être compliquées notamment en termes de mise en place de matériaux. Et la préfabrication avec, par exemple, l'ossature bois et des isolants biosourcés va permettre en fait d'arriver sur le chantier pour ne faire que de l'assemblage
et limiter une bonne partie des nuisances propres au chantier de construction. Par rapport aux avantages, nous avons également fait un focus sur les labels qui vont pouvoir être utilisés dans la commande publique par les acheteurs. Et en l'occurrence, sur les matériaux biosourcés, il y a surtout aujourd'hui le label bâtiment biosourcé qui est utilisé comme label dans les projets de construction neuve. Un des inconvénients, c'est que c'est un label qui concerne surtout la construction neuve et pas la rénovation. Mais néanmoins, on y reviendra si besoin. Certains acheteurs le prennent comme élément de référence, même dans des projets de rénovation. Un autre label également qui existe, c'est le label produit biosourcé, qui est un label qui caractérise non pas l'ensemble d'un bâtiment, mais les produits, les matériaux qui vont rentrer dans la composition de ce bâtiment. Il faut savoir que c'est un label privé. Le gros intérêt, c'est qu'il permet de garantir le contenu en matière biosourcée d'un matériau. Puisqu'il faut savoir qu'un matériau biosourcé va être considéré biosourcé dès lors qu'1% de matière biosourcée sera comprise dans ce matériau. Un focus aussi sur l'intérêt de favoriser l'innovation dans les marchés publics. On n'y pense pas forcément, mais aujourd'hui, les marchés d'innovation, donc ce sont des marchés qui vont caractériser les services ou les produits innovants et qui sont des marchés qui sont intéressants puisque pour des montants inférieurs à 100 000 € hors taxes, ils permettent d'éviter les procédures notamment de mise en concurrence. Et il faut savoir que ce type de marché innovant est intéressant pour favoriser, par exemple, le développement de nouveaux matériaux biosourcés et la structuration de filières de matériaux biosourcés à l'échelle territoriale. On y reviendra également. Dernier point concernant donc les avantages de recourir aux matériaux biosourcés, c'est l'approche en coût global qui permet, qui a un gros intérêt, c'est de relativiser le surcoût des matériaux biosourcés, puisqu'il faut savoir que, en règle générale, les matériaux biosourcés vont coûter à l'achat un peu plus cher que des matériaux conventionnels. Néanmoins, si on a une approche en coût global sur l'ensemble, je dirais, de la durée de vie du bâtiment, qui est donc une durée de vie indicative de 50 ans actuellement, beaucoup de matériaux biosourcés deviennent beaucoup plus intéressants sur le plan économique si on a cette approche en coût global. Concernant la réglementation, dernier point de mon intervention, je vais vous présenter l'évolution de la réglementation et surtout la façon dont les matériaux biosourcés ont été introduits dans cette réglementation de manière progressive. Donc, ça remonte à la loi Transition énergétique et croissance verte de 2015. Donc, pour rappel, ça signifie bien que les matériaux biosourcés ont été pris en compte dans la réglementation il y a déjà longtemps. En revanche, ce n'était pas forcément très bien connu. Il n'y avait pas forcément, je dirais, on n'avait pas forcément bien mis en valeur cet aspect des matériaux biosourcés et notamment la performance environnementale des matériaux biosourcés qui était déjà dans la loi Transition énergétique et croissance verte mise en avant. Deuxième loi importante, c'est la loi Elan, qui a donc confirmé l'intérêt d'utiliser des matériaux qui vont stocker du carbone. Et évidemment, les matériaux biosourcés sont intéressants sur ce point. Et puis, une réglementation plus récente, c'est la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire, et la loi climat et résilience qui est venue en 2021, définir donc l'intérêt de la commande publique pour utiliser et favoriser les matériaux biosourcés. Et il faut savoir qu'une des obligations désormais qui est importante sur ce sujet, c'est qu'à compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés et bas carbone devra intervenir dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions neuves relevant de la commande publique. Donc 2030, ça peut paraître un peu loin, mais en termes de construction, on y reviendra. Mais vu les délais pour lancer un projet et je dirais de manière raisonnable, concevoir un projet avec des matériaux biosourcés et sortir ce projet, il faut déjà envisager 2 à 3 ans. Donc 2030, ça va arriver très, très vite. Et le dernier point concerne la réglementation environnementale RE 2020 dont vous avez dû entendre parler, qui a également
un impact important sur les matériaux biosourcés puisque cette réglementation vise à diminuer de 49% les émissions de carbone du secteur du bâtiment en 2030 et évidemment le recours aux matériaux biosourcés est d'un intérêt important pour atteindre ces objectifs. Par rapport à cette réglementation environnementale RE 2020, il y a également dans le guide je dirais une petite synthèse sur les principales nouveautés qu'introduit cette réglementation environnementale et notamment la principale nouveauté, c'est un indicateur informatif qui est l'indicateur StockC qui permet de calculer la quantité de carbone qui va être stockée dans le bâtiment. Et il faut savoir que cet indicateur, vous pouvez tout à fait l'imposer dans un marché public. Il va surtout avoir pour intérêt de flécher rapidement les matériaux biosourcés et leurs caractéristiques à stocker du carbone dans votre projet de bâtiment. Voilà pour la partie réglementaire. Nous avions prévu en fait de laisser 5 minutes de questions-réponses entre chaque intervention. Donc on peut prendre 5 minutes avant de passer à l'intervention de Nathan qui présentera donc l'outil méthodologique de manière plus approfondie. Alors en termes de questions. Alors, en termes de questions, il y a une première. Alors, il y a différentes questions. Il y en a une plus globale sur une méthodologie d'approche coût global. Est-ce qu'il y a une méthodologie qui existe en termes d'approche coût global? Alors, il existe des outils de calcul en coût global alors, je n'avais pas évidemment le temps pour vous les présenter ce matin, mais il existe un outil qui a été mis en place par Envirobat Méditerranée, qui est un outil assez intéressant que je pourrais vous envoyer avec donc le support, avec le diaporama du webinaire de ce matin. C'est un outil qui est utilisé aujourd'hui par certains maîtres d'ouvrage et qui permet d'avoir un calcul en coût global et de comparer différentes options dans un projet avec une approche coût global. Mais effectivement, il n'y a pas forcément aujourd'hui beaucoup d'outils. En dehors de celui-là, il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent aux acheteurs d'avoir cette approche coût global. En dehors, je dirais, du segment des véhicules, il y a encore assez peu d'outils aujourd'hui. D'accord, merci Gonel. Il y a aussi une question sur, alors tu as présenté le label par rapport aux matériaux biosourcés. Il y a une question sur les matériaux bas carbone. Est-ce qu'il existe des normes ou des labels qui caractérisent ces outils, enfin ces produits, ces matériaux? Alors, je vais revenir sur donc, la réglementation. Il faut savoir qu'on attend le décret d'application qui va définir ce que l'on entend précisément par construction bas carbone et par matériaux bas carbone. Donc aujourd'hui, on peut vous affirmer que les matériaux biosourcés sont bien des matériaux bas carbone. En revanche, je ne pourrais pas vous définir précisément. Il faudra attendre le décret d'application pour vous définir ce qu'on entend par matériaux bas carbone, au sens large. Et tu as une idée du délai qui est prévu sur la sortie de ce décret? Je ne peux pas vous annoncer de date. Ce qui est sûr, c'est que ça sortira évidemment avant 2030, mais je n'ai pas de date bien précise à vous donner. Peut-être que l'Adréal, d'ailleurs, pourra intervenir pour préciser la date du décret d'application. Je ne sais pas, Nathan, si toi, de ton côté, tu as des informations sur le sujet? Non, j'en ai pas connaissance. Je voulais juste ajouter pour la notion de matériaux bas carbone, on peut s'appuyer notamment sur les fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui sont un des piliers de la RE 2020 et qui définissent pour chaque matériau de construction son impact environnemental et notamment son impact carbone. Ça peut être un bon outil pour s'informer sur l'impact carbone des matériaux. Tout à fait. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais dans le guide, vous trouverez également une page qui présente en fait les FDES, qu'on appelle les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont un des éléments importants de la réglementation environnementale RE 2020. Mais on ne pourrait pas tout présenter ce matin, donc volontairement, j'en ai pas parlé.
Il y a beaucoup de questions, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout. Je t'en donne encore une, Gwenaël, c'était sur les indicateurs que tu as présentés, à Oui. savoir voilà, le contrôle de ces indicateurs. Est-ce qu'il peut être fait, le calcul, est-ce qu'il peut être fait par les techniciens? Est-ce qu'il y a une méthode de calcul qui est mise à disposition par la RE 2020? Alors, non seulement il y a des méthodes de calcul, mais il y a des formations aujourd'hui. Il y a des formations qui sont délivrées à l'attention justement des agents, des services techniques. Ce qu'il faut savoir pour aller très très vite sur le sujet, c'est que dans la RE 2020, vous avez donc 6 indicateurs réglementaires avec des seuils qui vont être à utiliser de manière obligatoire, et vous avez ensuite 3 indicateurs informatifs, dont l'indicateur Stock-C qui est intéressant pour valoriser les matériaux biosourcés. Je ne vais pas m'approfondir parce qu'on pourra aller très très loin sur le sujet. Il y a différentes formations qui sont proposées. Je sais que le CSTB, par exemple, propose des formations sur le sujet. L'Adréal également fait des formations sur le sujet. Et si vous allez sur le site du CEREMA, vous avez des webinaires en ligne qui présentent l'ARE 2020 de manière très très bien. Je pourrais d'ailleurs, dans le support du diaporama, je pourrais vous rajouter des liens vers quelques webinaires sur la présentation de l'ARE 2020. Mais effectivement, ce n'était pas le cœur du sujet du webinaire de ce matin. Je propose de passer la parole à Nathan Satrin, donc chargé de mission à la Fédération bretonne des filières biosourcées, qui va vous présenter à la fois son activité et donc le travail qu'il a réalisé sur l'outil méthodologique. Très bien, bonjour à toutes et tous, merci Gwenaël. Donc la Fédération bretonne des filières biosourcées, c'est une association qui est née en 2019, dont les adhérents sont 8 filières de matériaux biosourcés et terres crues qui ont tout un ancrage territorial qui est breton. Donc on va retrouver Fibois Bretagne pour la filière bois, le collectif paillard armoricain, l'Ain et Chanvre en Bretagne, et SIMA qui est le syndicat des producteurs de watts de cellulose, l'Association nationale des couvreurs chaumiers pour la filière roseau, le collectif des terreux armoricains pour la filière terre crue, la filière HAL qui est en cours de restructuration et qui sera représentée par une association représentative à l'échelle bretonne, et Métis qui est un fabricant d'isolants à base de textiles recyclés. Notre association, elle a pour objet la promotion et l'aide au développement en Bretagne des matériaux biosourcés et toutes les techniques associées, dans le respect bien entendu de l'environnement, de la santé et auprès de l'ensemble des acteurs du bâtiment. Nous sommes actuellement 3 salariés, donc Julie Poisson et moi-même qui avons des profils plutôt techniques, et Bérangère Vito qui est chargée de la communication et de l'événementiel pour l'association. En termes d'action, je vais vous en citer quelques-unes. Notre action phare, c'est une action qu'on mène en partenariat avec la région Bretagne, l'ADEME et l'Adréal. Donc c'est l'animation d'un appel à manifestation d'intérêt construire avec les matériaux biosourcés et la terre crue. C'est un dispositif qui a la vocation à proposer à des collectivités bretonnes de dédier du foncier à des projets biosourcés, en échange de quoi nous on apporte un accompagnement qui va être méthodologique et technique, en s'appuyant sur l'expertise qu'on a au sein de FB2, mais également l'expertise que toutes les filières adhérentes, dont les filières adhérentes disposent. Cet accompagnement, il avait également une visée de capitalisation, c'est-à-dire de diffuser les acquis et les retours d'expérience acquis avec ces opérations. Et l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, finalement, il remplit tout à fait cet objectif. Donc la MI1 qui s'intéressait à la construction neuve, les candidatures sont closes et les accompagnements sont en cours depuis maintenant un an et demi. Et on va prochainement lancer un second AMI qui s'intéressera aux projets de rénovation, de réhabilitation, d'extension ou de surélévation. Donc, ça s'inscrit vraiment dans la logique de la ZAN, de la zéro artificialisation nette. Par ailleurs, on va participer à des événements professionnels, des visites de chantiers, souvent en partenariat avec Batilab, des interventions, des webinaires, des retours d'expérience. On intervient également en formation. On est beaucoup sollicité maintenant pour former les différentes parties prenantes de la construction. On met en lumière des réalisations biosourcées terre crue en Bretagne. Sur ce point-là, on souhaite sortir en 2024 un panorama biosourcé qui sera une extension du panorama bois qui existe aujourd'hui pour donner à voir des opérations de construction et de rénovation avec nos matériaux. On fait un peu de conseils ponctuels à des maîtrises d'ouvrage pour lancer les projets, mettre un peu d'huile
dans les engrenages pour lancer des opérations. Et en 2024 se tiendra la 4e édition du Printemps de l'éco-construction, qui cette fois est un événement qui va s'aimer un peu sur toute la Bretagne, avec un grand final en juin sur Rennes, avec une journée dédiée aux élus et agents des collectivités territoriales, une journée à tous les acteurs professionnels de la construction, et enfin une journée grand public. Bon, par ailleurs, je ne les cite pas tous, mais on a de nombreux partenariats, comme ici avec Redeco, mais également avec Batilab ou la CAPEB. Merci Nathan. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur la raison qui nous a poussé à créer cet outil avec Redeco. L'AMI nous a permis d'accumuler des retours d'expérience et d'identifier en fait des bonnes pratiques qui faisaient que ça se passe assez bien sur certains projets, et d'autres retours d'expérience où on voit des points d'amélioration, et on souhaitait mettre un outil qui permet de centraliser un peu toutes ces connaissances. Redeco travaillait sur le sujet, nous avait consulté, et on a décidé d'unir nos forces pour monter cet outil. Donc l'objectif de l'outil, c'est vraiment de guider les parties prenantes d'un projet de construction biosourcée en étant un outil qui est pratico-pratique, qui permet de se poser les bonnes questions aux bonnes étapes. Et j'insisterai sur le fait que ce n'est pas un outil qui vise à remplacer le recours à des professionnels compétents et aux expertises éventuelles des filières matériaux, mais qui va permettre d'aider à l'identification du besoin d'expertise au bon moment. Alors, je vous prie de patienter quelques secondes, je vais partager mon écran pour vous présenter l'outil. Une des caractéristiques de cet outil aussi, c'est qu'il est, donc vous allez le voir, c'est un outil qui est disposé en ligne, c'est-à-dire que c'est un outil qui est accessible et consultable en ligne sur Internet et qui n'est pas un outil téléchargeable au sens propre du terme. Et donc, certains choix ont été faits pour mettre à disposition cet outil, mais Nathan va revenir sur le sujet. Merci Gwenaëlle. Donc on a choisi un format qui est plutôt visuel et interactif. Donc on n'est pas sur un document imprimé ou un document PDF. On a choisi de l'héberger sur Internet, notamment pour garder la possibilité de le mettre à jour de façon très facile en fonction des nouveaux retours d'expérience d'opération, mais également des retours d'expérience de vous, utilisateurs. On adopte un format chronologique, donc qui suit un peu la chronologie d'une opération typique de bâtiment, depuis les études préopérationnelles, en passant par les marchés prestataires intellectuels, le suivi des études de conception, ou encore les marchés travaux et le suivi travaux. Cet outil, on va avoir plusieurs niveaux d'information, de manière à ce qu'il soit adapté à la fois à des parties prenantes type élus qui vont vouloir s'informer de façon très générale sur comment mener une opération biosourcée, mais également on va pouvoir rentrer dans des sujets beaucoup plus techniques. Je peux vous donner un exemple, par exemple, pour les marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on va, j'ai mis en grade et comparer les impacts carbone des modes constructifs dès la phase programmation. Donc ça, on pourrait considérer que c'est une réflexion assez générale. Et derrière, vous allez retrouver un exemple de clause qu'on peut intégrer dans un marché et qui est repéré par ce petit stylo. Donc même un opérationnel peut vraiment utiliser cet outil. C'était le principe. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver au plus 3 niveaux de lecture qui vont rentrer vraiment dans un détail assez précis. C'est un outil qui peut être lu globalement, donc chronologiquement, en le prenant du début à la fin, ou qui peut être finalement picoré, utilisé sur des points particuliers en se rendant sur un item spécifique. Dans tous les cas, on vous conseillera quand même de prendre connaissance de l'item avant toute chose, bien entendu. Et d'avoir toujours 1 à 2 coups d'avance sur les étapes. C'est-à-dire que quand vous êtes en programmation et faisabilité, c'est bien de vous interroger déjà sur les marchés de prestataires intellectuels et de ne pas attendre, parce que finalement, des éléments de la programmation vont pouvoir être influencés par les marchés de prestataires intellectuels. Les clauses types dont je vous parlais tout à l'heure ne sont pas des clauses à insérer en l'état dans des marchés, bien entendu. C'est des clauses qui sont plutôt illustratives et qui doivent être adaptées ou réécrites en fonction des opérations visées.
Donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail, vous remarquerez que les items, ils sont beaucoup plus nombreux dans les phases préopérationnelles. Donc, je dirais avant toute chose, c'est programmation et faisabilité, parce qu'on pense que c'est vraiment des phases qui sont primordiales pour permettre une bonne marche du projet par la suite. Donc, je vais vous montrer quelques exemples par étape. Par exemple, pour la phase avant toute chose, on insiste sur la notion d'avoir une nécessité d'acculturation et de connaissance des filières biosourcées par les parties prenantes du projet, notamment par les maîtrises d'ouvrage à ce niveau-là. Donc, ça peut se faire par des lectures, des rediffusions de webinaires, ça peut se faire par nous faire intervenir des personnes des filières auprès de vos élus, auprès de vos agents pour un peu mesurer l'état des connaissances sur la construction biosourcée. C'est des choses qu'on fait beaucoup chez FB2. Mais on va également avoir ici la proposition de tout de suite se poser la question d'objectifs généraux de l'opération afin de poser un cadre ici. Et on va vous donner des exemples. Donc, par exemple, ça peut être minimiser l'empreinte carbone du bâtiment, favoriser l'économie locale et circulaire, les circuits courts. C'est se poser en amont quels sont les objectifs politiques qui sont poursuivis par la maîtrise d'ouvrage pour qu'en phase programmation, ils puissent eux-mêmes être définis plutôt avec des éléments très spécifiques et chiffrés. Je vous donne quelques exemples, hein, bien entendu, on ne va pas détailler l'ensemble de l'outil. Sur la programmation, pour vous donner un autre exemple, on va avoir des éléments sur comment est-ce qu'on peut définir son ambition en termes de construction biosourcée. Est-ce qu'on la définit sans préciser le mode constructif? Auquel cas, on peut s'appuyer, comme en parlait tout à l'heure Gwenaëlle, sur l'indicateur stock carbone de la RE 2020, mais on pourra également s'appuyer sur des kilogrammes, le label bâtiment biosourcé sur des kilogrammes par mètre carré de matériaux biosourcés. Mais on peut aussi, si on a une maîtrise d'ouvrage qui s'est bien acculturée des sujets et qui poursuit des objectifs qui se sont précisés, indiquer les matériaux qu'on va vouloir utiliser précisément pour cette opération. Donc là, on donne des exemples de clauses avec un ouvrage réalisé en ossature bois avec une isolation en béton de chanvre, mais on pourrait la décliner en bottes de paille, etc. On a un focus que je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce qu'on pourrait faire un webinaire dédié, mais sur le caractère innovant. Aujourd'hui, l'essentiel des solutions constructives biosourcées terre crue peuvent être réalisées dans le cadre assurantiel commun, mais on peut aussi choisir de vouloir faire de l'innovation, et on a quand même souhaité en parler ici. Donc, on a un focus sur cette partie programmation et faisabilité, sur c'est quoi l'innovation et comment est-ce qu'on peut accompagner le développement des filières sur des projets spécifiques par l'innovation. Donc, avec tout ce qui est ATEX, etc. Sur le choix des prestataires intellectuels, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a rentré le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on a placé ici, mais qui pourrait finalement revenir un peu plus tôt avant la programmation et faisabilité en fonction de la mission qu'on va lui donner. On pense que les prestataires intellectuels, c'est vraiment une étape essentielle, qu'il faut avoir des personnes qui sont vraiment compétentes pour mener à bien ces projets. Et un petit exemple que je peux vous donner sur des retours d'expérience que nous, on a sur des opérations biosourcées terre crue, c'est le choix du bureau de contrôle, où on a des cabinets de bureaux de contrôle de contrôle technique qui sont nationaux, qui vont souvent mettre en avant des références qui sont nationales, donc qui paraissent compétents sur absolument tous les sujets qu'on traite. Et finalement, quand on va se retrouver à suivre l'opération, il se peut que le référent du contrôle technique n'ait pas de formation spécifique aux solutions constructives qui sont avisées et qu'on ait des difficultés. Donc, par exemple, une recommandation qu'on va insérer ici, c'est de demander les CV du chargé d'affaires, de prendre en compte également les références nationales, mais d'encadrer la mission de ce point de vue-là en rendant contractuel le chargé d'affaires. C'est-à-dire que le chargé d'affaires est désigné au moment de l'appel d'offres. Si on doit en changer, il doit être validé par la maîtrise d'ouvrage. Ça permet d'avoir des personnes qui sont, de s'assurer que la personne qui va suivre le projet soit compétente. Également, encadrer la mission du bureau de contrôle en termes de volume de réunion, parce que on peut considérer des fois que sur certaines solutions constructives qu'on aura besoin d'un temps un peu plus long pour assurer ces sujets-là. Donc, il faut aussi permettre au bureau de contrôle de lui donner ce temps-là. Et dans un jeu de concurrence, prendre en compte le volume de réunion dans l'appel d'offres, ça peut être très utile pour ne pas se retrouver à regarder que le prix.
Je vais vous donner encore 2 exemples sur le suivi de travaux, où on a ici des recommandations particulières, notamment portées au risque incendie en phase chantier, parce qu'on a des matériaux qui sont combustibles. Alors, en exploitation, il n'y a pas de sujet, on est très encadré d'un point de vue réglementaire, donc on sait très bien faire avec le risque incendie en exploitation. En revanche, en phase chantier, il faut prendre garde à ces matériaux. On peut avoir des matériaux combustibles en vrac sur le chantier, donc on va avoir des recommandations, notamment par exemple sur l'étanchéité. On propose d'éviter les solutions d'étanchéité avec une flamme, de redoubler l'attention dans ces cas-là, etc. Également d'autres éléments sur la gestion de l'humidité en phase chantier. En phase chantier, on a des matériaux qui sont sensibles à l'humidité, donc prendre une vigilance particulière sur ces matériaux. Voilà quelques petits exemples, ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui de cet outil. Alors, il ne faut pas hésiter à le regarder dans le détail. J'insiste sur le fait que cet outil s'appuie sur les retours d'expérience de l'AMI, mais également sur des retours d'expérience des filières et donc de contributeurs de ces filières, d'assistants à maîtrise d'ouvrage, directement de salariés des différentes filières. Et du coup, je les remercie pour leur contribution. On est sur un outil qui, comme je vous le disais, il a été construit afin d'évoluer au fil des retours d'expérience des utilisateurs. Donc, on est vraiment sur un premier jet et on vous invite à l'utiliser, à nous faire des retours de façon à pouvoir ajouter des éléments, préciser des choses qui ne sont pas forcément très compréhensibles, insérer des nouvelles pratiques. Et en guise de conclusion, j'espère que je ne suis pas trop long, Gwenaël. Non, non, c'est parfait. Ok, très bien. Vous rappelez que c'est ce qu'on essaie, on insiste beaucoup dans cet outil-là, sur le fait que ces projets de construction ou de rénovation, ils doivent être pensés très en amont et qu'il y a vraiment la nécessité de s'entourer d'une équipe de sachants on n'arrive pas à concevoir pour des matériaux conventionnels et après les substituer par nos solutions. Donc, il faut vraiment penser la conception pour ces matériaux-là. Le contraire marche très bien, mais dans ce sens-là, ça ne marche pas très bien, notamment dans une logique d'économie du projet. Et voilà, je vais vous rappeler l'adage, on le dit souvent, mais il n'y a pas de matériaux meilleurs ou moins bons. Nous, on insiste beaucoup sur le principe du raisonnement selon le principe du bon matériau au bon endroit et auquel on ajoute aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît en juste quantité. Et nos matériaux ont des atouts de ce point de vue-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Nathan. Donc, pour résumer, en fait, on a bien un outil qui suit un ordre chronologique, mais l'intérêt, c'est qu'on peut évidemment, on peut y rentrer par différentes possibilités et on ne peut consulter qu'une étape des 8 étapes chronologiques qui sont proposées. Et Nathan n'a pas assez insisté sur le fait qu'il y a en fait bien 3 niveaux d'information avec, je dirais, le dernier niveau qui est un niveau un peu plus expert puisque c'est un niveau où on propose des clauses types. Dans les 2 autres niveaux d'information, le premier, ce sont des recommandations générales, d'ordre général, et le deuxième niveau, ce sont donc des points de vigilance à respecter. Et en la matière, sur les matériaux biosourcés, il y a quand même quelques points de vigilance à bien prendre en compte. Nathan, une question. Est-ce qu'il existe des missions réglementées pour les bureaux de contrôle dans l'outil? Alors, la mission de bureau de contrôle, elle est réglementée. Elle a pas de la mission de bureau de contrôle, elle est réglementée. Il n'y a pas de réglementation spécifique pour les matériaux biosourcés. Une mission de bureau de contrôle typique, ça va être d'analyser les pièces de conception et les études d'exécution et de les comparer aux référentiels qui existent, donc les DTU, les règles professionnelles, etc., et de s'assurer qu'ils sont bien en cohérence. Après, ce qu'on va proposer, nous, dans cet outil, c'est des clauses qui vont permettre, si on dépasse les domaines d'emploi des référentiels, de donner une mission au bureau de contrôle qui lui permet de réaliser la mission pour laquelle, des missions qu'ils savent réaliser, c'est-à-dire des analyses du risque, de manière à pouvoir garantir l'assurabilité de l'ouvrage, même si on dépasse ce qu'on appelle les techniques courantes. J'espère avoir répondu à la question. Oui, oui, merci Nathan. Alors, on parlait de formation, on ne l'a pas évoqué, mais vous devez le savoir, il existe des formations, notamment les formations ambassadeurs des matériaux biosourcés qui sont coordonnées actuellement par les DREAL. Donc cet outil n'a pas vocation, je dirais, à remplacer une formation en tant que telle. En revanche, c'est un outil qui peut être intéressant pour servir de support justement à une formation sur les matériaux biosourcés. Merci Nathan pour cette présentation.
Nous souhaitions ne pas nous limiter à la présentation de la boîte à outils et des différents outils disponibles. On souhaitait également avoir un retour d'expérience. Et donc, sur le sujet, nous avons un retour d'expérience assez intéressant que nous allons vous présenter. Il s'agit en fait du retour d'expérience de la communauté de communes de Erdre-et-Gèvres, qui a donc une chargée de mission éco-construction, qui a donc un rôle assez intéressant en matière à la fois de conseil et de promotion, voire de structuration aussi des filières biosourcées. Donc, je laisse la parole à Elissa Giraudet, qui va nous présenter en fait son travail sur les filières biosourcées. Eh ben, bonjour à tous. Du coup, Elissa Giraudet, donc je suis chargée de mission éco-construction sur la communauté de communes Erdre-et-Gèvres. Donc, en quelques mots rapides, la communauté de communes Erdre-et-Gèvres, en fait, c'est un territoire qui est situé au cœur de la Loire-Atlantique, donc au nord de Nantes Métropole, qui regroupe 12 communes périurbaines sur un territoire d'environ 50 000 hectares, dont 32 000 hectares sont dédiés aux espaces naturels et agricoles, avec une population qui avoisine les 66 000 personnes. Donc, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. On est sur un territoire qui est en constante augmentation d'un point de vue démographique. Donc, actuellement, on a des statistiques avec 500 logements neufs construits chaque année, donc un taux en tout cas de construction assez important. Et le territoire a lancé en fait dès 2017 une prospective sur le développement de son territoire qui a fait ressortir la nécessité de travailler sur le secteur du bâtiment, entre autres, d'où la naissance de ce poste de chargé de mission. Donc, en quelques mots, chargé de mission éco-construction, c'est quoi? Du coup, c'est vraiment un poste qui est dédié à aider l'ensemble des acteurs du territoire à la compréhension des enjeux de la construction. Gwenaëlle, je ne sais pas si tu peux passer peut-être la diapo qui suit. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment l'enjeu premier, puisque du coup, on parle souvent des enjeux carbone dans la mobilité. Il faut savoir que l'impact carbone dans la construction est tout aussi lourd et on en parle quand même très peu. Donc, vraiment d'amener l'ensemble des acteurs à comprendre l'impact du secteur du bâtiment et essayer de travailler ensemble pour le faire évoluer. C'est du coup un poste qui est dédié aussi à accompagner donc l'ensemble des acteurs vers des rénovations et des constructions dites plus durables. Donc, on rejoint nos sujets des matériaux biosourcés qui, du coup, ont l'avantage de stocker le carbone, ce qui permet de réduire quand même nos impacts tant dans la construction que dans la construction. Et aussi un poste qui est dédié à contribuer à la structuration de la filière à l'échelle plus locale. Vous voyez qu'on est sur une échelle de territoire où au-dessus, on a vraiment le collectif régional des biosourcés. C'est vraiment une échelle plus proche du territoire et des artisans. Donc, comment on peut contribuer à cette structuration de filière et à ce soutien? Donc, en termes de mission, de manière assez synthétique, on va dire l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, communiquer et promouvoir sur l'éco-construction et puis l'usage des écomatériaux, donc auprès de l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques, privées, ainsi que des entreprises du secteur de la construction. C'est d'accompagner les maîtrises d'ouvrage publiques dans leurs projets, donc à la fois sur cette approche bioclimatique de la conception, puisqu'il faut savoir que quand on veut réduire notre impact carbone, il n'y a pas uniquement les matériaux qu'on va utiliser qui peuvent avoir un enjeu fort. Il y a vraiment une approche aussi globale de conception qui va permettre de réduire cet impact carbone. Intégrer les matériaux biosourcés, bien entendu, les matériaux géosourcés avec la terre crue, Nathan en a parlé également, et aussi les matériaux donc, issus du réemploi. Donc, tout ce travail d'accompagnement, il se fait vraiment en lien avec mon collègue qui est conseiller en énergie partagée, qui a vraiment cette approche aussi coût global, gestion de l'ensemble des consommations d'énergie sur l'ensemble des bâtiments des 12 communes du territoire. Donc, c'est vraiment un travail, un binôme qui accompagne en tout cas les communes dans leurs projets. On a également un volet qui va consister à soutenir et accompagner les entreprises du secteur du bâtiment. Donc, il faut savoir que c'est un secteur qui est en mutation constante et accélérée. Vous l'avez vu, en fait, on a de nombreuses réglementations qui arrivent. On a des enjeux de décarbonation du secteur qui sont importants, très lourds et conséquents et qui vont impacter très fortement les entreprises du territoire dans leur manière de construire. Et du coup, tout ça, ça ne s'invente pas. Oui, il y a des réglementations qui arrivent, mais
la question, c'est vraiment de savoir comment on va accompagner ces entreprises dans leur quotidien par des actions déjà de visite apprenante, de les aider aussi à découvrir ces matériaux, comprendre comment ils peuvent se mettre en œuvre, les atouts qu'ils ont, et puis du coup, vraiment les soutenir aussi dans leur projet d'entreprise, puisque du coup, une mutation, passer de la construction conventionnelle à une approche plus en éco-construction, ça nécessite des mutations internes dans les entreprises qui peuvent être assez lourdes et qui nécessitent d'être anticipées. Bon, Et nous puis le avons dernier préparé... volet, Oui, 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 je te laisse terminer. le dernier volet, c'est vraiment du coup de structurer l'offre en écomatériaux, qui soit biosourcés, géosourcés ou de réemploi sur le territoire et vraiment en lien avec les acteurs du territoire. C'est très important, en tout cas nous, c'est le retour qu'on a, c'est de comprendre la richesse qu'il y a sur chaque territoire. Chaque territoire est différent. Il y a des richesses qui sont agricoles, qui sont paysagères, qui sont économiques, qui peuvent être très diverses. Et la question, c'est comment chacun, on va pouvoir prendre appui sur cette richesse du territoire, sur des habitants, des entreprises, des agriculteurs qui ont des initiatives, qui ont des volontés pour faire émerger des filières à l'échelle plus locale, on va dire, en prenant appui sur les échelles régionales qui sont de vrais soutiens, en tout cas dans cette mise en place et cette structuration globale. Donc en fait, c'est un poste qui a comme action d'intervenir à la fois sur l'offre et la demande des filières biosourcées. Exactement. Et de créer du lien, de l'interconnaissance et vraiment de créer une dynamique, on va dire, globale à l'échelle d'un territoire. Et est-ce que, selon toi, il est plus compliqué aujourd'hui de sortir des projets avec des matériaux biosourcés à l'échelle de votre territoire? Alors la réponse, c'est, je dirais oui et non. Je vais vous l'expliquer. En fait, ça va rejoindre complètement le propos que Nathan a eu jusqu'à présent. Non, ce n'est pas plus compliqué sous certaines conditions. La première, je dirais, c'est vraiment qu'il y ait une définition claire des objectifs du maître d'ouvrage dès la programmation le plus tôt possible. La vraie question, c'est pourquoi veut-on mettre des matériaux biosourcés dans notre projet? Et ça, c'est vraiment, il y a des possibilités qui sont vastes. Et là, je rejoins en tout cas la présentation que tu as faite sur le guide sur les matériaux biosourcés. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on pourrait choisir de mettre des matériaux biosourcés, mais la question, c'est quelles sont les réelles volontés politiques pour les maîtrises d'ouvrage publiques, qu'est-ce qu'ils souhaitent soutenir, qu'est-ce qu'ils souhaitent impulser sur leur territoire, sur leur commune. Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur comment on le transpose à l'échelle de leur projet. Donc, c'est vraiment un point qui est très important. Comment on fait du coup pour, on va dire, clarifier ces objectifs? Moi, j'ai tout un travail d'échange, de débat avec les élus et les agents. C'est très important de travailler sur cette notion du binôme élu-agent parce que le projet dans la commune, quand il est développé, il est porté à la fois par l'élu et il est porté aussi par les agents. Donc, c'est très important en tout cas qu'il y ait cette compréhension mutuelle de ce vers quoi on veut aller ensemble. Donc, c'est des échanges. Les filières sont à disposition pour présenter aussi leurs matériaux. Tu as parlé de la formation ambassadeur des matériaux biosourcés. C'est une première approche qui est très intéressante. Nous, en complément, on fait intervenir aussi des acteurs pour former donc, sur 1 ou 2 jours plus spécifiquement les élus et les agents de la commune pour vraiment avoir une acculturation et travailler sur comment je l'intègre dans mon projet à moi sur ma commune. Les visites sont aussi très, très intéressantes pour faire maturer la réflexion de manière globale. Aller voir ce qui se fait sur d'autres territoires, c'est aussi voir qu'on peut le faire, que c'est faisable. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment très importants. Et je vous invite à regarder le réseau Bruded qui, pour ça, est vraiment précurseur depuis vraiment de très nombreuses années et la possibilité d'aller rencontrer des élus qui ont fait déjà ce choix-là, en tout cas. Et en termes de freins, quel type de frein vous avez identifié à l'échelle du territoire de la CCEG? Je dirais le premier frein, c'est vraiment cette méconnaissance des matériaux, savoir qu'on peut faire autrement. Ça, c'est vraiment le premier frein. Le deuxième, alors il ne faut pas se leurrer, hein, dans le secteur du bâtiment, il y a un peu de lobbying, voilà. Donc ça peut aussi créer quelques difficultés parfois. Nous, on a croisé certaines. L'autre sujet, je dirais que c'est vraiment cette approche du sourcing.
Et c'est là où il ne faut pas hésiter à s'entourer, en tout cas, des compétences locales, des AMO et des filières, puisque comme je vous le disais, on va construire dans un territoire et la ressource qu'on va avoir sur une communauté de communes en Bretagne, en Pays de la Loire ou dans le sud de la France, elles ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, la question du sourcing est vraiment très importante pour garantir davantage de succès. Et je parle à cette échelle-là, non pas forcément en termes de ressources, on va dire matériaux, mais de compétences et de savoir-faire d'entreprises locales. En D'accord. capacité de répondre au marché public en question, puisqu'il y a aussi la question de la taille du marché public qui peut avoir un enjeu. Et alors, par rapport au rôle de la commande publique, si la commande publique devait avoir un rôle vraiment particulier sur l'émergence ou la structuration de filières, Bah, de tous les échanges qu'on a avec l'ensemble des acteurs, clairement, leurs attentes, c'est vraiment que les élus, les communes, les communautés de communes jouent leur rôle d'exemplarité. C'est-à-dire pour soutenir et développer ces filières, enfin développer cette connaissance des matériaux, il y a vraiment cet enjeu d'exemplarité, de chantiers et de bâtiments démonstrateurs aussi, puisque l'idée, c'est de donner à voir. Vraiment, quand je parle de projet démonstrateur, c'est donner à voir qu'on peut faire autrement, que c'est possible, que c'est réalisable, que c'est beau, que c'est pratique, que c'est confortable, que c'est économe. C'est donner à voir tout ça et avoir ces retours d'expérience. Et c'est vraiment ça que les acteurs du territoire attendent vraiment en priorité, puisque du coup, tout le monde va à un moment donné dans une école déposer ses enfants, en mairie, à la salle de sport, etc. Donc en fait, ce sont des lieux où absolument tout le monde passe. Et du coup, voir, comprendre du coup comment ça a été construit, comment ça a été rénové, c'est une manière voilà, d'essaimer en tout cas cette manière de construire, cette vision de la construction vers lequel il faut qu'on tende tous globalement. Mmh. Alors, je vais me faire le relais de quelques questions puisqu'il y en a eu sur le chat. La première concerne en fait les dispositifs financiers. Est-ce que vous avez un rôle aussi sur l'orientation vers, par exemple, des dispositifs financiers qui existeraient de manière spécifique pour promouvoir les biosourcés? Alors nous, on a fait le choix sur la communauté de communes, en fait, donc avec mes collègues du secteur de l'habitat, donc qui gèrent la plateforme de rénovation énergétique, de mettre en place une prime à la rénovation utilisant les matériaux biosourcés. Notre objectif, c'est vraiment d'impulser justement les habitudes à la rénovation avec les matériaux biosourcés. Il faut savoir que dans la rénovation, il n'y a pas de contraintes fortes sur le marché privé. Voilà, il y a des enjeux de rénovation qui déjà sont pas d'une exigence, je trouve personnellement, poussée. Mais il y a aucune exigence sur l'impact carbone dans la rénovation et du coup, nous, on a souhaité vraiment impulser davantage voilà, d'enjeux et de motivation. Donc il y a une contribution financière de la communauté de communes sur l'ensemble des rénovations sur son territoire, qui utilisent des matériaux biosourcés. Est-ce que vous avez eu des contraintes des bureaux techniques, notamment par rapport au contrôle technique de certains matériaux ou de certains bâtiments? Oui, du coup, je rejoins le retour que Nathan a fait. On a du coup eu un bureau de contrôle qui s'est pas montré fermé, mais qui n'avait pas la connaissance du matériau terre D'accord. spécifiquement. Et du coup, ça a été un gros travail à la fois pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour nous, avec le relais aussi du collectif des terreux armoricains, pour justifier absolument l'intégralité de ce qui était proposé. Donc ça a été, voilà, il faut savoir que ça existe et effectivement, c'est parce que la personne en question qui était chargée du dossier n'avait pas voilà, la connaissance de ces matériaux-là et que ça devait être sûrement à l'échelle nationale puisqu'ils avaient justifié de leurs compétences, en tout cas sur ces matériaux-là lors de la consultation. Alors, ça fait Sur partie des recommandations de l'outil méthodologique, hein, de bien choisir son bureau de contrôle. Je voudrais rajouter sur ce point-là, sur le bureau de contrôle, réinsister sur le fait que
on peut quasiment tout faire avec nos solutions constructives sans avoir de difficulté d'assurance. Il y a pas aujourd'hui, on est sur des solutions qui sont matures, on a des règles professionnelles, on a des DTU. Voilà, il y a un ensemble de référentiels qui permettent de construire sans difficulté. Et sur le sujet du contrôle technique, il y a aussi il y a le sujet de la compétence du contrôle du bureau de contrôle. Il y a aussi le sujet des moyens qu'on donne à ce bureau de contrôle, c'est-à-dire que si on souhaite dépasser ces domaines d'emploi, dépasser ces référentiels, on ne peut pas passer une mission standard à un bureau de contrôle. Voilà, il faut vraiment lui annoncer les choses pour qu'il prévoie un volume de temps suffisant pour pouvoir faire une véritable analyse de risque. Mais on peut déjà faire l'essentiel de ce que vous voyez, des bâtiments que vous voyez construits aujourd'hui, peuvent être faits avec nos solutions constructives sans sujet particulier de contrôle technique. Merci Nathan. Il y a une dernière question par rapport au retour d'expérience de la CCEG. Cela vous arrive-t-il d'avoir des marchés de travaux infructueux sur des projets qui vont utiliser des matériaux biosourcés à grande échelle? C'est-à-dire, est-ce En que toute l'offre est en transparence, capacité de répondre à la oui. demande? En toute transparence, oui. Il faut savoir que des marchés infructueux, on en a quand même beaucoup et pas forcément en lien uniquement avec le sujet des matériaux biosourcés. Voilà. Après, spécifiquement, je dirais autour de certaines filières qui restent encore à développer, c'est pas toujours évident pour les acteurs locaux. Donc, j'en reviens au sujet du sourcing, de répondre à un marché public, surtout en fonction de la taille de votre marché public. Par exemple, voilà, la filière terre, il y a des compétences et des savoir-faire qui sont assez exceptionnels, qui sont à proximité. La question est, comment ils peuvent se regrouper pour répondre à la fois à un marché public, donc d'un point de vue administratif, et pouvoir répondre du coup à des enjeux voilà, d'un marché public avec une taille qui est beaucoup plus conséquente que ce que les acteurs peuvent avoir l'habitude de faire comme type de marché, notamment sur le marché privé. Donc c'est des freins qui peuvent exister. Voilà, les élus en sont conscients. On a des fois des marchés infructueux parce que sur le premier coup, ça ne marche pas. Il faut savoir aussi que sur les consultations, pour éviter cette approche de marché infructueux, il y a tout un travail de sourcing à faire en amont. Il faut aussi être en capacité de donner les délais aux entreprises de répondre. Plus vous allez sur des choses qui sont un peu, je dirais pas expérimentales, mais pas forcément quotidiennes pour les entreprises. Ça veut dire qu'il faut qu'ils travaillent aussi avec leurs fournisseurs, il faut qu'ils travaillent pour aller chercher des partenariats, pour structurer leur offre et qu'ils puissent la faire dans des délais qui soient raisonnables. Donc, la durée de la consultation des entreprises joue aussi énormément sur le succès ou non des réponses à l'appel d'offres. D'accord. Et n'hésitez pas à contacter les filières en amont des opérations, parce que ça vous permet de les mobiliser, ça nous permet, nous, de communiquer sur les appels d'offres, ça permet de s'organiser. Je peux vous donner l'exemple d'une opération là, qui se trouve dans le bassin rennais où il y a un gros lot terre crue. Le fait d'avoir pris les sujets en amont, ça permet d'avoir 3 entreprises qui ont répondu ensemble, qui ont eu le temps de répondre, et ne pas hésiter à utiliser la possibilité des petits lots dans les marchés publics qui peuvent être passés en MAPA et qui permettent aussi de réduire le degré de complexité administrative de réponse. Donc pour des lots particuliers, par exemple la terre crue, passer en MAPA sur ces lots-là. Merci pour ces précisions. Alors, on a bien insisté sur le sourcing et ça me permet de faire un lien avec les autres briques de la boîte à outils, puisqu'il existe également d'autres ressources en ligne. Donc, vous avez dans cette boîte à outils la possibilité d'ouvrir un fichier Excel qui vous donnera en fait je dirais, un inventaire des principaux guides méthodologiques qui existent sur le sujet. Vous avez une entrée guide méthodologique, mais vous aurez aussi une entrée guide technique sur certaines solutions, par exemple la commande publique et la construction paille. Vous avez des guides spécifiques qui existent aujourd'hui sur le sujet. Donc, toutes les ressources sont vraiment à disposition. Il suffit juste d'aller, je dirais, d'aller les chercher. Et puis, en matière de centre de ressources, vous avez également la liste, je dirais, des principaux centres de ressources sur le sujet, à la fois au niveau régional et au niveau national. Donc, normalement, vous pouvez aussi aller contacter ces centres de ressources. Exemple, nous avons évoqué la RE 2020 et les formations sur le sujet. Construction 21 est un centre de ressources assez intéressant puisqu'il propose beaucoup
de webinaires en ligne sur le sujet. Et puis, en termes d'accompagnement, donc là, c'est plutôt justement sur la phase sourcing en amont des marchés. Quand vous souhaitez en fait identifier les filières, vous pouvez donc ouvrir cet outil et vous aurez un inventaire des structures qui sont en capacité d'accompagner les maîtres d'ouvrage sur chacune des filières. Et notamment, nous avons fait le travail sur la région Bretagne pour l'instant et la région Pays de la Loire. Et vous avez donc par filière de matériaux biosourcés des référents que vous pourrez contacter directement lors de votre phase de sourcing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des filières sont communes aux deux régions, mais on trouve quand même des particularités sur la région Bretagne et sur la région Pays de la Loire, des filières qui ne vont pas forcément exister sur les deux régions. Donc, je sais que par rapport à la filière roseau, par exemple, c'est des filières qui existent de manière très, je dirais, très ponctuelle sur certains territoires, notamment en Pays de la Loire, ici sur le parc naturel régional de Brière. Il y a une filière qui se structure aujourd'hui autour du roseau. Nathan, tu peux peut-être compléter sur la Bretagne. Je sais qu'il y a aussi des particularités. Il y a notamment la filière algues en Bretagne, qui est considérée comme une filière biosourcée. Qui est une filière biosourcée, qui est issue de la biomasse végétale. Oui, la filière algues, elle est en train de se structurer. Aujourd'hui, on a le cluster algues breton, qui est une association qui est issue de la région de Brest et qui acquiert une dimension régionale aujourd'hui. J'en dis pas plus aujourd'hui parce qu'on est en train de monter ce partenariat. Donc, des filières communes aux deux régions, mais des particularités régionales. Donc, c'est intéressant d'aller identifier les référents par filière. Et puis, pour terminer, vous avez également d'autres ressources en ligne. Donc, vous avez dans la boîte à outils la possibilité d'accéder directement au site de FB Carré, la Fédération bretonne des filières biosourcées, ou à celui du collectif biosourcé Pays de la Loire, qui sont donc des centres de ressources en ligne qui vont justement vous donner aussi beaucoup d'informations complémentaires sur le sujet. Et puis donc, concernant les autres ressources à disposition, donc il faut savoir qu'au sein de Reseco, vous avez d'autres outils en ligne qui sont disponibles aujourd'hui. Vous avez notamment un outil qui s'appelle la REF, qui est un outil en fait de référencement réglementaire et qui va vous donner par segment d'achat la principale réglementation qui s'applique. Donc, concernant la construction et le bâti, vous aurez toute la réglementation qui s'applique à ce secteur aujourd'hui. Donc, la réglementation pour les acheteurs des collectivités. Et puis donc, vous avez un autre service qui est important de connaître puisque c'est un service qui est gratuit pour tous les acheteurs. Donc, c'est un guichet vert qui est cofinancé par le ministère et qui va vous donner un conseil environnemental de premier niveau. C'est-à-dire que si vous rédigez un marché dans lequel vous souhaitez introduire une dimension matériaux biosourcés, si vous avez des difficultés à structurer ce marché, vous pouvez tout à fait contacter ce guichet vert qui vous donnera des orientations. Et enfin, pour les adhérents de Reseco, vous avez donc des retours d'expérience qui figurent dans le centre de ressources de Reseco et vous avez surtout une partie documents de marché à partager qui peut être assez intéressante pour s'inspirer de cahiers des charges qui ont déjà été faits sur le sujet. Et enfin, il y a une communauté d'acheteurs qui est contactable par mail, tout simplement, avec une adresse générique qui va permettre de contacter l'ensemble des techniciens référents des différentes collectivités membres du réseau. Donc voilà pour les différents services à disposition. Gwenaël, il y a des questions par rapport au travail de sourcing qui a été réalisé. Si ce travail il est également prévu en Centre Val-de-Loire d'un côté et puis en région PACA de l'autre. Alors, sur la région Centre-Val-de-Loire, nous sommes en contact avec Envirobat Centre. Et effectivement, il est fort probable qu'en 2024, on ajoute ce centre de ressources dans les deux centres de ressources qui ont été identifiés dans la boîte à outils. C'est un axe qui est prévu pour 2024. Et par rapport à Envirobat Midi-Pyrénées, je connais moins, je dirais, les particularités sur ces régions. Mais clairement, c'est Envirobat qui joue le rôle de centre de ressources aussi sur cette région.
Je dirais que dans l'Ouest, on n'a pas forcément des réseaux équivalents à celui de la Fédération bretonne des filières biosourcées et au collectif biosourcé Pays de la Loire, qui sont vraiment des réseaux qui sont structurés autour d'acteurs locaux à l'échelle des 2 régions et qui sont, je pense, une particularité sur le territoire national. Il n'y a pas forcément de réseau équivalent sur chacune des régions françaises aujourd'hui. Ok, alors c'était la région PACA, pas Midi-Pyrénées, mais je pense que la réponse est la même. Et donc, bien sûr, le support sera présenté. Il y avait une question qui était retour sur une question plutôt technique sur l'utilisation en voirie de matériaux biosourcés. Je ne sais pas s'il y a si soit Nathan ou Elise ou Gwenaëlle, vous avez des éléments à apporter sur cette question. Alors, sur le sujet, il y a des innovations en cours, effectivement. Je parlais de marché innovant. Le conseil départemental de Loire-Atlantique a lancé un marché innovant sur une voirie qui inclut des matériaux biosourcés. Donc, vous pourrez retrouver ce retour d'expérience sur le site de Reseco en allant dans la partie adhérents. Et il y a effectivement quelques expérimentations sur le sujet actuellement. Il y a également des expérimentations sur l'intégration de matériaux issus du réemploi dans les chaussées routières. Donc, c'est un domaine en train de se développer également. Après, on n'a pas évoqué d'autres secteurs, mais il faut savoir que les matériaux biosourcés sont aussi utilisés aujourd'hui de plus en plus dans l'industrie automobile et notamment dans la conception, dans la fabrication des carrosseries automobiles. On cherche à remplacer le carbone, qui est une ressource rare et chère, par d'autres fibres. Et la fibre de lin, notamment, est utilisée de manière expérimentale aujourd'hui pour remplacer le carbone dans les carrosseries automobiles. Je sais qu'il y a un cluster qui travaille sur le sujet autour de Lorient, avec l'IUT des matériaux, du génie des matériaux de Lorient. Et c'est assez prometteur sur l'intégration de fibres de lin dans les carrosseries automobiles. Je n'ai pas cité parmi les ressources, il y a une des ressources qui est un guide de l'ADEME et un guide du ministère de l'économie qui est sorti sur les filières, les différentes filières qui intègrent des matériaux biosourcés aujourd'hui. Et donc, ce guide, il date de 2 ans, je crois, mais il devrait être normalement mis à jour en fin d'année ou début 2024. Et ce guide permettra justement de faire un point sur les filières en émergence et l'évolution des matériaux biosourcés dans ces filières. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, Chloé, ou on a fait le tour des questions? On en a fait le tour, après c'est des échanges d'informations entre les participants. Parfait. Merci à tous. Vous recevrez à partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevrez de toute façon le diaporama support. Et je rajouterai quelques ressources qui ont été mentionnées ce matin, notamment celles qui ont été mentionnées dans le chat. Je les rajouterai dans les ressources pratiques. Et puis, n'hésitez pas à la fois à consulter la boîte à outils, donc les différentes briques, notamment l'outil méthodologique. Et vous avez la possibilité de remonter en fait des commentaires sur notamment cet outil méthodologique. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires qui serviront à améliorer l'outil dans le temps, puisqu'il s'agit d'une première version qui est donc certainement perfectible sur certains points. Merci à tous et merci aux intervenants pour leur participation. Et nous restons à disposition si vous avez des questions, vous pourrez toujours nous les renvoyer par mail. Donc, vous avez mon contact sur le diaporama. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir et bravo à tous pour le travail réalisé. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir et merci beaucoup.